Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est de nouveau avec nous. J'ai bien dit la date, non? Oui, je pense que vous avez vu juste cette fois. Bien, bien joué. Je vais, vous savez, faire au hasard ce genre d'erreur pour voir si vous suivez ce dont je parle. Oui, pour rester attentif ou faire une sieste. Larry, je vais commencer par Israël. La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté qu'Israël veut attaquer l'Iran, même si les États-Unis décident de ne pas coopérer ou de ne pas y prendre part. À quel point est-ce sérieux? Et comment percevez-vous l'ambiance au sein de l'administration Trump? Vont-ils reprendre la guerre? Ou bien vont-ils peut-être donner le feu vert à une attaque d'Israël, puis rejoindre Israël? Ce que j'entends de la part de mes amis dans l'armée, c'est qu'ils s'attendent à une nouvelle vague d'attaques, potentiellement cette semaine. Bon, les attentes, c'est une chose. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Qui sait? Mais il y a eu des développements surprenants ces dernières 24 heures, avec Israël qui a fermement rejeté l'accord de paix que Trump avait négocié pour Gaza. En gros, ils lui ont dit d'aller se faire voir. Je ne pense pas que ça va bien passer auprès de Trump. Regardez, quand Trump se retourne contre des gens comme Tucker Carlson et Candace Owens, parce qu'il les juge déloyaux ou parce qu'ils n'acceptent pas ce qu'il veut, je pense qu'il réservera le même traitement à Bibi Netanyahou. Et donc je pense que les Israéliens ont vraiment commis une grosse erreur là. Vous savez, et je suis sûr que c'est fait à des fins politiques, de politique intérieure. Oh, il n'y aura jamais d'État palestinien. Nous n'accepterons jamais ça. Trump peut aller se faire voir. Eh bien, vous savez, ça renforce l'idée que Trump n'est qu'une petite pute, qu'il doit faire ce que Bibi Netanyahou lui dit. Et je ne pense pas que Trump aime être perçu de cette manière. Il préfère qu'on le voie comme celui qui explique à Bibi ce qu'il en est. Donc, d'un côté, on envisage de nouvelles attaques contre l'Iran. Mais apparemment, le général Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, vous savez, c'est le principal conseiller militaire de Donald Trump, a dit que de nouvelles attaques ne feraient que nous affaiblir, pas nous renforcer, et qu'elles n'ont guère de chance de contraindre les Iraniens à changer. À présent, le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, semble, à certains égards, partager le point de vue de Kane. Mais ils ont aussi présenté une sorte de plan sur 20 jours pour bombarder massivement l'Iran, en théorie, alors même qu'ils disposeront de moins de munitions que pendant les 42 premiers jours de la guerre. Il se pourrait qu'ils tentent le coup une dernière fois en se disant « Il suffit maintenant d'accentuer la pression militaire et l'Iran cédera. » Puis, quand ils feront ça, et que l'Iran ripostera massivement contre Israël et contre d'autres bases américaines en Jordanie, je pense qu'ils se rendront compte, oups, c'était une erreur. Et si Israël attaquait l'Iran? Je ne vois pas comment ils pourraient le faire, parce qu'ils auront besoin d'avions ravitailleurs américains et ils devront obtenir la coopération des Saoudiens pour survoler le territoire saoudien. Enfin, les Saoudiens pourraient éventuellement céder à la pression américaine, mais ils ne laisseront pas Israël faire ça. Donc je pense qu'Israël parle un peu dans le vide sur ce sujet. Pensez-vous que le nouvel accord, le nouveau pacte militaire, ou disons la nouvelle coopération militaire avec la Turquie et le Pakistan, va les amener à discuter avec l'Arabie saoudite,
s'il compte utiliser son espace aérien. Parce qu'une partie de la question, c'est la manière dont ils vont gérer leurs difficultés dans la région. Je parle de l'Arabie saoudite. Comment ils vont gérer le pays face au conflit en cours avec l'Irak et le Yémen. Et vous avez mentionné l'Arabie saoudite. Israël a besoin de l'espace aérien saoudien pour attaquer l'Iran. Comment voyez-vous la réaction de ces deux pays? How do you see the reaction on the part of those two countries? Eh bien, d'abord, regardons les faits. Ils ont signé cet accord. Et depuis la signature de cet accord, les Houthis et les forces de mobilisation populaire ont lancé des attaques à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Qu'ont fait ou dit la Turquie et le Pakistan à ce sujet? Je ne pense même pas qu'il y ait eu une condamnation des Houthis ou des Irakiens. Vous savez, la milice irakienne, les forces de mobilisation populaire. Je ne pense pas que la Turquie ou le Pakistan aient dit quoi que ce soit à ce sujet. Pourtant, l'accord dit ostensiblement qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Eh bien, l'un d'entre eux a été attaqué et les autres n'ont pas réagi comme s'ils avaient eux-mêmes été attaqués. Larry, comment comprenez-vous le retour de Donald Trump sur la guerre, comme vous l'avez mentionné? De quoi s'agit-il exactement concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz? Parce qu'après tout, toute l'opération tourne autour du détroit d'Ormuz, à présent. Personne ne parle du programme nucléaire, ni de quoi que ce soit d'autre. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que les démocrates, pratiquement tous, disent que la guerre est perdue. La plupart d'entre eux, pas tous. La guerre est perdue. Nous savons que c'était une défaite, mais nous devons partir le plus vite possible. Il ne semble pas que ce soit la position des républicains. Quelle est votre lecture de cela? Les républicains, ou disons le parti républicain, et j'y inclus la base MAGA, sont divisés. Il y a donc aujourd'hui une véritable fracture, et elle ne se résoudra pas rapidement. C'est un point de conflit que j'ai comparé, et j'ai l'intention d'écrire plus longuement là-dessus, à la scission qui s'est produite au sein du parti dont est né le Parti républicain en 1854. À cette époque, le parti dominant était celui des Whigs. La question, c'était l'esclavage. Et vous savez, est-ce qu'on allait permettre à certaines parties des États-Unis, qui n'étaient pas alors des États esclavagistes, de le devenir ou non? Et cela a créé une véritable fissure, une véritable division. Eh bien, la division qui apparaît au sein de la base MAGA oppose ceux qui veulent se soumettre à Israël et ceux qui disent non, nous ne le ferons pas. Nous devons être l'Amérique d'abord, pas Israël d'abord. C'est donc un vrai sujet. Désolé, mon chien entend quelque chose et s'agite complètement. Cela pourrait vraiment provoquer une scission dans l'ensemble du Parti républicain. Et vous savez, ce genre de division va affaiblir les républicains à l'approche des élections d'automne. Il y a donc aussi un nombre important de républicains qui sont... Oui. Vous savez, je crois qu'on en a parlé hier, j'ai mentionné Mark McCloskey, qui est basé dans le Missouri, et dont l'épouse s'est fait connaître pendant les manifestations de Black Lives Matter. Ils étaient à Saint-Louis. Ils avaient un groupe de militants de Black Lives Matter qui essayaient d'entrer dans le jardin de leur maison et ils se tenaient dehors avec des armes. Mais lui avait été directeur de campagne de Trump et il avait pour mission de faire campagne pour Trump en Pennsylvanie lors de l'élection de 2016. C'était donc un véritable soutien de Trump, très engagé. Plus maintenant. Et tout ça vient du fait que Trump abandonne America First pour mettre l'Amérique au second plan quand il s'agit d'Israël. Cette tension est donc bien présente. Et c'est l'un des autres facteurs en jeu ici qui pourrait faire hésiter Trump. Même s'il subit beaucoup de pression de la part de gens qui ont encore accès à lui, comme le général Jack Keane à la retraite et le général Fruit Loops ou Keith Kellogg à la retraite. Donc vous savez, il va bien.
Et puis Myriam Adelson, vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas les laisser s'en tirer. Vous devez poursuivre la campagne militaire. Mais ensuite, vous savez, il reçoit les conseils du général Keane, président des chefs d'état-major interarmés, qui lui dit « Non, 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 non. À ce stade, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Tout effort militaire supplémentaire de ce type ne fera que nous affaiblir. Pas les affaiblir eux, nous affaiblir nous. Nous allons finir par perdre, par céder des armes que nous n'avons pas les moyens de remplacer. Ou, si nous essayons de les remplacer, il faudra 4 à 5 ans avant qu'elles le soient. Il n'y a donc pas de voie militaire évidente pour aller de l'avant. C'est dans une large mesure très négatif et très dommageable pour les États-Unis. Cela dit, ça ne veut pas dire que Trump fera ce qui est rationnel, parce que ces derniers temps, il est surrationnel. Qui soutient des gens comme Keith Kellogg, le général Keith Kellogg. Parce que, vous vous souvenez, Donald Trump a décidé d'en faire son envoyé en Ukraine. Et maintenant, en Asie occidentale, chaque fois qu'ils veulent parler de la guerre, qu'ils veulent dire quelque chose sur la manière de la gérer, Keith Kellogg fait partie des rares personnes que Fox News invite ou à qui Fox News demande de venir sur le plateau pour en parler. Qui sont ces gens? Sont-ils soutenus par le complexe militaro-industriel? Ont-ils des liens avec lui? Ou bien reçoivent-ils d'une manière ou d'une autre le soutien des partis politiques? Eh bien, on fait comme dans un chant de Pom-Pom Girls. Donnez-moi un I, donnez-moi un S, donnez-moi un R, donnez-moi un A, donnez-moi un E, donnez-moi un L. Ça donne quoi, Israël? C'est Israël qui finance cela par l'intermédiaire de l'American Israeli Public Affairs Committee. Et c'est un vrai problème. La loyauté ne va pas à l'Amérique. La loyauté va à Israël. Et dans cette mesure, ils font le jeu d'Israël en insistant sur le fait que c'est la seule voie viable pour les États-Unis. Vous savez, c'est une vision assez à courte vue. Mais voilà, les Israéliens ont essayé d'acheter, vous savez, ils ont acheté ces influenceurs. Mais ces influenceurs se heurtent à la réalité. L'Amérique n'a pas les armes qu'elle pensait avoir autrefois. Israel Today dit que Stanislav Krapivnik, pour ceux qui ne le connaissent pas, affirme que le Mossad est impliqué jusqu'au cou en Ukraine. Il dit qu'ils y sont très impliqués. Que veulent-ils de l'Ukraine? Je parle des Israéliens. Eh bien, il y a ce nombre important de Juifs ukrainiens qui détestaient l'Union soviétique, qui continuent de détester la Russie et qui attribuent à la Russie la même chose. Vous savez, ils traitent la Russie comme si c'était l'Union soviétique. Ce n'est pas le cas. Mais, vous savez, la véritable ironie, c'est qu'il y a Israël, dont la fondation reposait sur l'Holocauste. Il ne faut jamais permettre que cela se reproduise. L'Holocauste perpétré par les nazis. C'est le Parti national-socialiste d'Allemagne qui l'a perpétré. Et donc, en théorie, vous savez, les Israéliens disaient « plus jamais ça ». Et pourtant, ils se sont alliés à des nazis, ce qui, à mes yeux, discrédite tous leurs arguments sur l'Holocauste. Il faut empêcher cela. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Et donc, nous allons nous allier aux héritiers idéologiques du mouvement, même qui a tenté de nous exterminer. C'est fou. Et une partie de la réticence de Poutine et des Russes tient au fait qu'une grande proportion, je dirais plus de 30%, peut-être même autant en Israël, sont titulaires d'un passeport russe. Il y a donc encore un certain nombre de Russes, mais des Russes qui détestent Poutine. Joe, même en détestant Poutine, et vous savez, en essayant de faire quelque chose pour l'Ukraine, ce n'est pas le cas pour l'Ukraine. Nous le savons.
Oui, oui, oui. C'est une tragédie, à mon avis, ce qui se passe en Ukraine. Chaque fois qu'on essaye de les aider ou de leur fournir des armes, ça veut dire qu'ils vont être tués de plus en plus. Ils ne vont pas être sauvés. Ou ils ne vont pas être, vous savez. Non, ils sont pris dans un broyeur. Et les Russes ont un avantage évident, même si la Russie mène une guerre par procuration contre l'OTAN. Et vous savez, les Russes ont tué plusieurs membres du personnel de l'OTAN qui étaient allés en Ukraine pour apporter des conseils, du renseignement, un soutien opérationnel. Mais il y a eu plusieurs frappes, surtout ces 3 ou 4 dernières semaines, qui ont tué un grand nombre de membres du personnel de l'OTAN. Voilà, Larry, ce que nous avons appris. Un appareil de l'armée de l'air américaine, un E-3B, essentiellement un avion AWACS, a survolé le nord-est de l'Arabie saoudite pendant plusieurs heures hier. Et cela signifie que c'est l'appareil qui collecte des renseignements, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est essentiellement un remplacement, pas le meilleur, du radar au sol que les Iraniens ont détruit. Les États-Unis doivent donc désormais s'appuyer sur ces AWACS plutôt que sur le radar au sol. Et c'est un problème parce que normalement, le radar au sol leur aurait tout indiqué, les endroits d'où les PMF tirent. C'est donc ce que fait cet AWACS. Il essaye d'identifier les positions de tir des PMF. Il transmettrait ces informations aux Saoudiens, et les Saoudiens les utilisent ostensiblement pour mener des frappes contre ces sites en Irak. Les Yéménites ont de nouveau attaqué l'Arabie saoudite la nuit dernière. C'était en réponse à des drones saoudiens, des drones turcs saoudiens, qui se rendaient au Yémen pour recueillir des informations. Et ils ont de nouveau attaqué l'Arabie saoudite. Oui, enfin, comme je l'ai dit, les Houthis et les alliés des FMP ne vont pas abandonner. Donc cela va élargir la guerre et placer davantage l'Arabie saoudite dans la ligne de mire. Les Saoudiens, ils ont bombardé, je crois que les FMP ont bombardé un autre site de raffinerie à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Je l'ai comparé à ceci. Disons que vous avez 2 personnes qui se battent. L'une vit dans une maison de verre. C'est l'Arabie saoudite. Les FMP vivent dans une maison en briques. Et maintenant, elles s'attaquent à coups de pierre. Alors, qui aura le plus de chances de casser des vitres avec des pierres, les FMP ou les Saoudiens? Eh bien, clairement les FMP. Les Saoudiens vivent métaphoriquement dans une maison de verre et ils ne peuvent pas empêcher les FMP de lancer des pierres et de briser leur maison de verre. Le ministre turc des Affaires étrangères a répondu, Larry. On l'a interrogé sur l'Arabie saoudite et sa position dans le conflit en cours. Il a déclaré que lorsque nous parlons à l'Arabie saoudite au sujet de l'Iran, elle n'a pas l'intention de dire des choses comme « faisons la guerre à l'Iran »,« détruisons l'Iran »,« faisons ceci ou cela en Iran ». Elle a un avis différent sur cette question. MBS, lors de sa récente conversation avec Trump, a exprimé le point de vue selon lequel cette guerre doit s'arrêter dès que possible. Et qu'une intervention militaire contre l'Iran ne constitue en aucun cas une solution, et que cette question doit être réglée par le dialogue et un accord. C'est le même ton que l'on entend aussi du côté des Iraniens. Ils ont dit que l'Arabie saoudite était en contact avec eux et tenait le même discours, comme Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, venait d'évoquer, en quelque sorte, la position de l'Arabie saoudite. Mais ce n'est qu'un aspect. D'un autre côté, on voit le conflit avec le Yémen, avec l'Irak, comme vous l'avez mentionné.
and you see the mainstream media, New York Times. Et on voit les médias traditionnels, le New York Times par exemple, rapporter que l'Arabie saoudite veut. Vous savez, ils ne voulaient pas ça. Vous savez, pendant la guerre, ils essayaient de présenter l'Arabie saoudite comme l'un des principaux pays soutenant la guerre. Et quelle est la position de l'Arabie saoudite face à ces deux versions différentes d'ailleurs? L'une dit que l'Arabie saoudite était prête. Donald Trump l'a dit dans sa dernière, vous savez, sorte de réflexion. Il a dit qu'ils avaient tout fait pour nous soutenir. Ils nous ont soutenus. Vous savez, ils se sont préparés. Ils nous ont fourni tout ce dont nous avions besoin. Qui nous dit la vérité? Who's telling us the truth? There can be two truths. Eh bien, il peut y avoir deux vérités. Les Saoudiens sont pris dans cette bataille avec Ansar Allah et pour une raison ou une autre, ils refusent de lâcher prise. Donc Ansar Allah va continuer à riposter contre eux. Mais je pense que la véritable intention de cet accord de la Mecque visait au final Israël, pas l'Iran, et certainement pas les Houthis. Parce que si c'était le cas, on verrait le Pakistan et la Turquie monter au créneau avec force, condamner les Houthis, puis déployer des moyens militaires contre eux. Vous savez, il n'y a aucune chance que la Turquie et le Pakistan disposent de plus de puissance militaire qu'un groupe aéronaval américain. Or, ce groupe aéronaval américain a déjà essayé de vaincre les Houthis, et il a échoué. Et ils pensent donc que ça va se passer autrement. Ils se racontent des histoires. In a different way, they're kidding themselves. Nous savons que l'Ukraine et les Européens s'unissent pour produire des intercepteurs ou des missiles destinés au système de défense aérienne. Voyez-vous Israël participer à cela? Vous leur demandez de faire quelque chose. Eh bien, ils essayent, mais encore une fois, leurs systèmes sont nuls. Vous savez, ils reçoivent beaucoup de propagande occidentale sur la puissance militaire des Israéliens, mais ce n'est pas le cas. Qui paye actuellement pour ces armes que l'Ukraine produit? Nous savons que Donald Trump gagne de l'argent grâce à la situation en Ukraine, mais, si j'ai bien compris, il ne paie rien. Oui, non, enfin c'est vrai. Je pense qu'il y en a davantage qui viennent d'Europe. Mais encore une fois, il y a les armes. Vous savez, soi-disant, vous allez fournir davantage de missiles PAC-3. D'où vont-ils venir? Ils n'en ont pas à fournir, c'est comme fournir des licornes. On peut les imaginer, mais c'est une créature mythologique. Et à ce stade, des stocks suffisants de missiles PAC-3 pour ce système de défense aérienne, le Patriot, c'est tout aussi mythique. Oui, Larry, nous avons un nouveau rapport. L'Iran a frappé un pétrolier au large des côtes d'Oman. Les combats ont lieu. Encore une fois, nous avons deux versions dans le cas du détroit d'Ormuz. Les États-Unis nous disent, d'une manière ou d'une autre, que le détroit est ouvert. Et pourtant, on voit que ces attaques continuent. Le détroit est ouvert en quelque sorte, mais pour qui il n'est pas ouvert, et l'Iran le contrôle toujours. Permettez-moi de montrer les images ici, et vous pouvez voir l'ampleur de ce qui s'est passé. Oman. Aujourd'hui, Larry, nous avons appris par le ministre iranien des Affaires étrangères qu'il a dit que les discussions avec Oman se poursuivent et qu'elles approchent d'un accord final. Et ça ne veut pas dire que les États-Unis vont en retirer quoi que ce soit. Ça veut dire que ça ne va pas. Est-ce que c'est le navire en feu? Oui. Oui. Eh bien, ça a l'air plutôt moche. L'incendie est juste. C'est à Oman d'ailleurs. C'est important. Au large d'Oman.
Rappelez-vous comment les choses se passent. Et encore une fois, je suis sûr que les Iraniens, dans ces négociations, disent aux Omanais, « Écoutez, voilà comment ce système va fonctionner. Toute personne qui veut passer par ici doit nous fournir les informations suivantes. Le nom du navire, le capitaine, le pays propriétaire du navire, la destination, la cargaison et la nationalité de l'équipage. Ces 6 éléments, il faut tout fournir. Toute personne qui les fournit, nous examinerons sa demande. Nous voulons simplement nous assurer qu'aucun navire affilié à Israël ou aux États-Unis ne transite par ce passage omanais. Qu'ils les fassent exploser. Tous les autres pourront passer. Il suffira de remplir les formalités administratives. Donc, j'imagine, enfin, je dois le supposer, je ne peux pas citer d'informations précises, mais je dois supposer que les compagnies d'assurance disent « Eh bien, nous n'allons pas assurer les navires. » Donc, il faut... Ce qu'on ne sait pas, c'est qui sont les propriétaires de ces navires. À quel pays appartiennent-ils réellement? Ce serait une question cruciale, parce qu'on n'a pas encore le nom de ce navire, n'est-ce pas? No, we don't have it. Non, nous ne l'avons pas. Que pensez-vous du nouvel argument de Scott Bessent, selon lequel, au cours des 2 prochaines années, nous allons résoudre la situation du détroit d'Ormuz? Non pas en rouvrant le détroit d'Ormuz, mais en construisant de nouveaux pipelines souterrains pour régler le problème du détroit d'Ormuz. To resolve the issue of the Strait of Hormuz. Yeah. Oh, 2 years. Oh, yeah, I'm sure. Yeah, that's Oh, like- 2 ans. Ah oui, je suis sûr que l'économie mondiale s'en portera à merveille. Enfin, c'est stupide. Et le pipeline d'où à où? Il parle de construire ce pipeline où, exactement? Where's he talking about building the pipeline? I assume he's talking about. J'imagine qu'il parle de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, de tous ces pays, en utilisant les pipelines souterrains qu'ils vont construire. Peut-être certains. Il a dit que dans 2 ans, nous allons être... He said in 2 years we're going to be. But where, Mais où est le terminal? Où est-ce qu'il se termine? where do they terminate? I don't. He didn't mention any of this. Yeah. Je ne sais pas. Important. Il n'a rien mentionné de tout ça. Oui. Détail important. Oui. Oui. Il ne l'a pas mentionné, mais il a dit que le problème serait résolu, vous savez. Parce qu'au final, toute l'affaire du... Laissez-moi retrouver ça. Je veux montrer l'extrait dans lequel il en parle. En gros, son argument, c'est que leur principale ligne en ce moment consiste à montrer aux gens que ce détroit n'est pas si important. Si vous n'ouvrez pas le détroit d'Ormuz, nous pouvons faire autrement. Donc nous pouvons réduire l'importance de ce détroit. C'est ce qui se passe avec Scott Bessent. Laissez-moi juste, je ne sais pas quand. Oui, c'est ici. Yeah, it's here. Le détroit ne redeviendra jamais comme avant. Qu'en diriez-vous? Je dirais, enfin, je pense qu'ils le disent d'une manière catastrophiste. Moi, je dirais autrement. Le détroit ne redeviendra jamais ce qu'il était, parce que les Iraniens l'ont utilisé ou ont essayé de l'utiliser comme point d'étranglement. Ce que nous allons voir au cours des 2 prochaines années, c'est que le détroit va devenir sans importance. Il va devenir une simple étendue d'eau parmi d'autres. Et je dirais que plus de 50, voire 70% de l'énergie qui transite aujourd'hui par le détroit passera par des pipelines souterrains. Jésus. Jesus. God, for the love Mon of Dieu, God, pour l'amour de Dieu. how can a man with Comment un homme qui... C'est pas un homme intelligent, mais c'est tellement incroyablement stupide parce que c'est pas seulement le pétrole qui sort du golfe Persique qui est essentiel à l'approvisionnement mondial. Il y a aussi le gaz naturel liquéfié. Ils vont construire un pipeline pour ça. Et pour le soufre, un pipeline. Et pour l'urée. Et pour l'hélium. Le soufre, l'urée et l'hélium sont aussi importants pour l'économie mondiale que le pétrole.
Ce n'est pas comme si vous coupiez le pétrole et que vous voyez immédiatement les conséquences. Mais la réduction, l'épuisement de l'urée et du soufre, qui jouent l'urée et le soufre ensemble, joue un rôle essentiel dans les engrais. Urea and sulfur together play a critical role with fertilizer, and so you're down already a significant. Et donc il y a déjà une pénurie mondiale importante, majeure, d'engrais. Le soufre joue lui aussi un rôle essentiel dans toute une série de procédés industriels. Et puis il y a l'hélium. Il faut de l'hélium pour produire des puces électroniques. Et il y a une pénurie sur ce plan-là. Jusqu'ici, ils ont réussi à trouver quelques solutions de contournement, mais ça n'a pas empêché une hausse importante du prix des puces électroniques qui sortent actuellement. Donc oui, Basin ne parle que d'un seul segment. Il en ignore 1 sur 5. Il ignore les 4 autres. Que Dieu bénisse l'Amérique. God bless America. Comme vous le savez, juste avant de passer à l'antenne, nous avons appris qu'ils avaient nommé Mohsen Rezaei, le conseiller militaire du guide suprême iranien, à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale en Iran. Il dirige désormais le Conseil de sécurité nationale iranien et son prédécesseur va devenir conseiller du guide suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, écoutez. Donc Mohammad, c'est bien Mohammad Bagher Zolgadr. Oui, non, Mohammad Bagher Zolgadr. 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 Oui, c'est difficile à prononcer pour vous. Zolgadr. Oui, bien. Vous êtes tellement bon. Zolgadr. D'accord, donc il était secrétaire du Conseil de sécurité nationale. Exactement. Il part. Oui, il part. Et Pezeshkian a accepté sa démission, apparemment à l'insistance de Mojtaba Khamenei. À sa place, ils ont nommé le général de division Mohsen Rezaei. Cet homme, c'est Zolgadr, Larry. Cet homme-là, c'est Zolgadr. Et il a été remplacé par le nouveau. Alors Zolgadr, c'est un militaire? Oui, son ancien membre des Gardiens de la Révolution faisait partie des Gardiens de la Révolution, pas des Gardiens de la Révolution. Et voici le nouveau, celui qui le remplace, Mohsen Rezaei, qui était, vous savez, le conseiller militaire du guide suprême iranien. Et il est aussi Bakhtiari. C'est un avocat. Il fait partie de... D'accord, on lui pardonnera ça. Exactement. Mais au bout du compte, je pense que l'important, c'est que la position de l'Iran va, vous savez, aller vers la droite. Elle n'ira pas vers la gauche. Il ne sera pas plus facile pour les États-Unis de traiter avec l'Iran. Vous savez quelque chose sur la réputation du gars qui est remplacé? Oui, il était à la tête des Gardiens de la Révolution, l'un des plus importants pendant la guerre Iran-Irak. Il était très important. Il a un doctorat en économie et il dirigeait les Gardiens de la Révolution. Il était l'un des amis les plus proches d'Ali Larijani, le responsable de la sécurité nationale, qui a été assassiné. Ils étaient très proches, tous les deux. Et aujourd'hui, il a une expérience complète. Pendant 8 ans, il a été pleinement impliqué dans la guerre contre l'Irak. Et il faisait partie du noyau dur des Gardiens de la Révolution dès le premier jour. Avant la création des Gardiens de la Révolution, il faisait partie de... Mais à l'époque, vous savez, quand on le regardait, il n'avait que la fin de la vingtaine, le début de la trentaine. Non. Non, je parle de la guerre Iran-Irak. Oui, il avait une vingtaine d'années, genre 19, 20, 22 ans. Oui, à cette époque-là. C'était donc un garçon très très jeune. Il avait, si je ne me trompe pas, 24 ans quand il dirigeait les Gardiens de la Révolution pendant la guerre Iran-Irak. Imaginez un peu.
imagine that. D'accord. It's Sem crazy si, these så vi days, penser stort this. those conditions. Not a lot of experience. Pas beaucoup d'expérience. Mais maintenant, c'est quelqu'un d'expérimenté. Ce serait intéressant de savoir pourquoi il a été remplacé. J'imagine que c'est à cause de quelque chose qu'il a fait. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il veut prendre sa retraite, vous voyez? That he's tired, that he wants to retire, you know. I don't know the details. It seems to me that Je ne connais pas les détails. Il me semble qu'il a été nommé par le guide suprême iranien. Et Rezaï, on le connaît. Il a davantage une vision militaire. Quand il s'agit de la gestion du détroit d'Ormuz, on n'a jamais entendu Zulkad parler du détroit d'Ormuz dans une perspective militaire. Mais à chaque fois que quelqu'un s'exprimait dans les médias grand public en Iran, au sujet du détroit d'Ormuz, c'était Rezaï, le nouveau chef. C'était Rezaï qui parlait de la situation dans le détroit, de ce qu'on pouvait faire, de la manière dont on pouvait s'y prendre, faire ceci ou cela. Says how we can do this and we can do that, and it was all, you know, his. But right now, Et tout cela, vous savez, c'était à lui. Mais aujourd'hui, le fait qu'il soit à la tête du Conseil de sécurité nationale, je pense que c'est un message aux États-Unis. Ils ne vont reculer sur aucune des lignes évoquées il y a 2 jours, c'est-à-dire sur tous les fronts, le Liban, la Palestine, le Yémen. À mon avis, ils vont enfoncer le clou. C'est ça le message. C'est la recette qui donne l'impression qu'on n'obtiendra rien par les discussions, les négociations et les mages. Le Pakistan semble toujours penser qu'il peut obtenir quelque chose grâce à ces échanges de messages. Oui, vous savez, je ne sais pas. Apparemment, les Pakistanais affirment qu'ils traitent directement avec Mustapha. Alors, vous savez, je prends certaines de ces affirmations avec prudence. With a grain of salt. I can tell you, I can confirm that there is no connection. Je peux vous le dire, je peux vous le confirmer, il n'y a aucun lien. Personne n'a de lien direct, en dehors de l'Iran, avec le guide suprême iranien. Et le seul, nous avons eu le président iranien, qui après, je dirais, des jours, après des semaines, a rencontré le guide suprême d'Iran. Et hier, c'était hier, il l'a rencontré. Il lui a décrit l'économie du pays, la manière dont se déroule la guerre. Il lui a préparé un rapport. Puis il est allé le voir et s'est entretenu avec lui. Je pense que cette décision concernant le nouveau chef du Conseil de sécurité nationale est l'un des principaux sujets qu'il a abordé avec le guide suprême iranien. L'autre point, Larry, c'est Israël. Vous avez dit que Benjamin Netanyahu persistait. Nous savons qu'il existe un document entre les Palestiniens et les Israéliens, que Donald Trump et son administration, avec le Conseil de la paix ou quoi que ce soit, ont établi. C'est un document en 15 points. Israël a dit, enfin, Benjamin Netanyahu l'a dit, je veux être précis, qu'Israël rejette ce document en 15 points. J'ai entendu des gens dire que vous ne l'aviez pas dit. Nous l'avons dit, mais je le répète ici. Israël rejette le plan en 15 points. Il a dit que peu importe ce que les États-Unis en pensent, nous ne changerons pas notre position concernant Gaza. En gros, Larry, cela signifie qu'ils veulent rester sur cette ligne jaune. Ils parlent de 80% et leurs gens poussent pour aller au-delà de 80%. Ils veulent occuper. Quelle chose incroyablement stupide de la part d'Israël. Parce que je suis sûr que Netanyahou fait ça pour des raisons politiques liées à l'élection. Il va jouer les durs là-dessus. C'est un peu le nouveau bébé de Donald Trump. Et Bibi dit que le bébé de Donald Trump est moche. Montrez-moi une mère qu'un inconnu traite son bébé de moche. Cette mère va lui casser la figure. Et je ne serais pas surpris que ça, vous savez, ça va. Ça pourrait potentiellement... On verra si ça va. Ça devrait mettre Trump en rage. Et ça devrait amener Trump à dire « D'accord, Bibi, tu veux jouer comme ça, on va jouer comme ça, on va voir qui contrôle quoi. » Parce que, vous savez, le rejet de ce plan de paix par Netanyahou met complètement en jeu la crédibilité de Trump. C'est comme si Bibi disait en gros « Hey, donc, tu es ma pute, tu peux pas me dire quoi faire. » Vraiment?
et on verra si Trump accepte ça. We'll see if Trump puts up with that. Larry, comment voyez-vous le fait que la Chine reste en retrait et observe les États-Unis faire cela en Asie de l'Ouest et en Ukraine? Pourquoi pensez-vous qu'il reste en retrait? À mon avis, c'est le meilleur Premier ministre pour le fond. No, I don't see China sitting back. I see Non, China je ne vois pas la Chine rester les bras croisés. Je la vois agir en coulisses pour essayer de favoriser une issue pacifique. Je pense que la Chine a été directement impliquée dans la signature de cet accord de la Mecque entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. Mais rien ne garantit qu'ils respecteront cet engagement. L'objectif était de commencer à mettre en place cette nouvelle architecture de sécurité, selon laquelle toutes les questions de sécurité dans le Golfe Persique seraient sous le contrôle des musulmans. Et la dernière étape, c'est de savoir s'ils vont faire entrer l'Iran dans cet accord. Ce serait la chose intelligente à faire. S'ils l'y intègrent, alors, tout à coup, il devient clair que cela vise à protéger les musulmans contre des attaques des États-Unis et d'Israël. Turkish Foreign Minister Fidan said that Le ministre turc des Affaires étrangères, Fidan, a dit qu'une fois que l'Iran aura réglé ses problèmes, ils auront besoin de l'Iran. L'Iran est nécessaire. Il parlait de l'accord, du pacte militaire. J'imagine que le problème dont il parle, c'est surtout l'hostilité américaine, en quelque sorte l'inimitié entre l'Iran et les États-Unis. Cela ne va pas disparaître de sitôt. Vous voyez cela se produire. that's not going to go away anytime soon. Do you see that happening? Oui, non, je suis d'accord, je ne vois pas ça arriver. D'accord. No. Because one should be delusional to think that these two Il faut être dans le déni pour penser que ces deux-là, même s'ils ne se battent pas l'un contre l'autre, dès demain, imaginons que demain, ils arrivent avec une sorte de résolution sur la guerre. Mais ça ne réglera pas le problème entre l'Iran et les États-Unis. C'est beaucoup plus profond que ça. Je ne comprends pas, Larry. Tu penses que ça fait partie de l'establishment? Hier, je regardais l'un de ces deux groupes de personnes en Iran. Nous avons les réformistes. Nous avons les deux camps qu'on a habituellement en Iran. Les réformistes et les conservateurs, disons. Et quand ils parlent des États-Unis, d'une certaine manière, je suppose qu'ils passent à côté de beaucoup de choses concernant la stratégie des États-Unis. Ils voient les États-Unis. D'accord, arrêtez-vous une seconde. J'ai besoin de clarifier. Qui est largement absent? Vous parlez des réformistes. Les deux camps. Les deux camps en Iran. Les partis politiques en Iran. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par il leur manque quelque chose? Qu'est-ce qui leur manque? On parle tellement de ce sénateur qui a dit ceci, de ce membre du Congrès qui a dit cela, de celui-ci. Vous savez, c'est la même chose que j'entends de la part des Russes, de ces Russes qui pensent pouvoir jouer avec les États-Unis, pouvoir régler les problèmes avec les États-Unis. D'accord, mais revenons-en à ceux qui rapportent réellement cette information. J'ai vu l'un des débats entre deux penseurs des deux camps, le camp conservateur et le camp réformiste. Et je vois les deux camps d'une certaine manière se faire des illusions sur ce qui se passe réellement entre l'Iran et les États-Unis. C'est bien plus profond que la façon dont ils en parlent. Vous savez, ils parlent de cette idée selon laquelle Obama était différent de Joe Biden et Joe Biden est différent de Donald Trump. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment voyez-vous les racines du problème entre l'Iran et les États-Unis? Quelle est cette racine, selon vous, du côté des États-Unis? Oh, it's still we're if you've known a couple that were in a relationship. Si vous avez connu un couple qui était en couple, qui s'est marié, puis qui a connu un divorce houleux, et que peu importe le temps qui passe, la colère de l'un des époux envers l'autre persiste, c'est ce qui se passe ici entre les États-Unis et l'Iran.
Je veux dire, ça remonte à la révolution iranienne et au renversement du Shah. Les États-Unis ne pardonnent pas du tout cela. Vous savez, ils gardent toujours rancune à ce sujet. Donc, je suppose que la vraie question est la suivante. Je ne suis pas sûr qu'en Iran, il y ait le type de division dont vous parlez. Celle qui est présentée par la presse occidentale, n'est-ce pas? No, I was watching Non, Iranian media. je regardais les médias iraniens. Je voulais savoir comment ces deux principaux groupes en Iran, les réformistes et les conservateurs, comprennent la situation. Je voulais savoir ce qui se passe, ce que j'ai regardé. Peut-être que c'est parce que ça fait un moment que je suis hors d'Iran et que je n'ai plus autant de liens qu'avant. Mais au fond, je ne comprends pas de quoi ils parlent quand il s'agit des États-Unis. Il y en a tellement. Alors, qui est le chef des réformistes? Ce n'est pas le dirigeant. Je ne parle pas des dirigeants, parce que nous n'avons pas de dirigeant. On ne peut pas dire « voilà le dirigeant des réformistes » comme aux États-Unis. Ce n'est pas aussi structuré que ça. Il y a plusieurs partis. Ensemble, ils constituent les réformistes. Il y a aussi plusieurs partis que l'on peut tous ensemble qualifier de conservateurs. Ce n'est pas comme aux États-Unis, avec deux partis distincts qui s'affrontent. C'est un peu différent. On voit plusieurs partis, des partis qui se regroupent. Et ce que je comprends, enfin ma compréhension, c'est que la plupart de ces gens qui en parlent suivent de près, disons, tout ce qui se passe aux États-Unis, au Sénat, au Congrès, toutes les discussions en cours. Ils sont très bien informés de ce qui se passe aux États-Unis. Mais quand il s'agit des relations entre l'Iran et les États-Unis, certains avancent par exemple qu'Obama était différent, qu'Obama faisait ceci ou cela, que Biden est comme ci. Et que le problème aujourd'hui, c'est Donald Trump, parce que Donald Trump est d'une certaine manière différent des autres candidats. Mais on a vu que le JCPOA a été signé sous l'administration Obama. Exact. Puis Donald Trump est arrivé. Oui, et Trump l'a détruit. Et ensuite, Joe Biden n'a rien fait. Joe Biden faisait partie de cet accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, avec Anthony Blinken, sous l'administration Obama. Pendant des années, ils n'ont rien fait pour revenir au JCPOA. Ils en avaient l'occasion. D'accord, très bien. Alors, d'après vous, d'où vient la confusion? La confusion vient des Iraniens. Je ne comprends pas les Iraniens quand ils expliquent en quoi Joe Biden et Obama seraient différents de Donald Trump. Parce que si Joe Biden voulait revenir à l'accord sur le nucléaire iranien, Mais quand vous dites « les Iraniens », vous parlez d'une ou deux personnes qu'on a vues à la télévision. oui, exactement, une ou deux personnes. Je ne parle pas du gouvernement iranien. Le gouvernement Wana est small. Mais Nima, ces gens qui passent à la télévision, ont-ils un soutien populaire? Oui, ils l'ont fait. D'accord. Qui va à la télévision dire ça? Soyons précis. Non, je ne peux pas les nommer parce que je veux pas être. Non, non. Mais sérieusement, Vous allez porter ce genre de jugements généraux. Alors allons à l'essentiel. Soyons précis, parce que je peux vous montrer ce qui se passe à la télévision américaine quand quelqu'un dit quelque chose. D'accord. C'est une chose si c'est Jack Keane ou le général Kellogg. Eh bien, ils n'ont pas vraiment une large base de soutien. Leur base de soutien est très étroite. Mais comme ils passent à la télévision et le disent, on a l'impression qu'ils ont bien plus d'influence que c'est réellement le cas. mais ils représentent les deux extrêmes. D'accord, mais ce que je dis, c'est qui sont ces gens qui représentent ces deux camps? Ce sont des universitaires. Oh, d'accord. Ils ne font pas partie du gouvernement.
Ils ne sont pas au gouvernement. Government. Not to insult you as an academic. Sans vouloir vous insulter en tant qu'universitaire, mais les universitaires ne font pas la politique. Les universitaires sont connus pour avoir des opinions, mais elles ne reflètent pas le gouvernement. Au contraire, ce que cela montre, c'est qu'il y a une liberté d'expression en Iran, n'est-ce pas? Oui, Yeah. ces gens avancent ces affirmations et ils ne sont pas ensuite traînés hors du studio pour être pendus à une grue. And they're not then being drug out of the studio and hung from a crane. Non, Ils ne sont pas arrêtés. They're not being- it's garage très déformé au l'Iran. Iran, and it, Well, no, I would- that's my point. Eh bien non, c'est justement mon point. C'est déformé. Je dis simplement que la manière dont l'Occident le perçoit, c'est qu'il affirme qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Iran. Les mollahs gouvernent d'une main de fer. C'est ça, c'est ça. yeah, Oui. exactly. Exactement. Et ce que vous me dites ici, c'est que leur main de fer n'est pas si dure que ça, Hurley. Puisque vous avez des gens autorisés à passer à la télévision et à avancer des arguments qui semblent s'opposer à la politique du gouvernement. C'est bien ça? That would appear to oppose the government policy, correct? Yeah. Oui, pas de la politique du gouvernement. Ils parlent de tout. Everything. Right, The right, most- but De la manière la plus sévère possible. Ils critiquent le gouvernement. critical of the government. Yeah. Oui, ils critiquent le gouvernement, à gauche comme à droite. From the left and right. Yeah, and it's just saying. Oui, et c'est simplement dire d'accord, en Iran, il y a la liberté d'expression. There is freedom of expression. Yeah. It's Right? a lot. Oui, c'est énorme. Larry. C'est énorme, Larry. Experience was Quand je suis retourné en Iran, j'ai vraiment vu la différence par rapport à il y a 12 ans, par exemple, 13 ans. from 12 years C'était incroyable, 13 years ago. incroyable. It was Et on voit les discussions que les gens ont unbelievable. et la manière dont ils prennent toutes leurs décisions. And the way they're But, okay. criticizing everything. Unbelievable. Incroyable. En quel sens? Qu'est-ce que vous voulez dire? En quoi était-ce incroyable? How was it The way that unbelievable? harshly, La manière dont durement, sans simplement parler de... Parce que les gens, quand vous dites par exemple ce gouvernement-ci et ce gouvernement-là, ils disent que ce sont des autorités. Personne ne s'en prend au gouvernement, ni ne fait quoi que ce soit de ce genre. C'est pas du tout le cas, pas du tout. At Okay. all. And so, Et donc, je veux dire, ça revient à mon point de départ. Tout cela illustre qu'en Iran, jusqu'à présent, on est autorisé à avoir des opinions différentes, y compris des opinions opposées au gouvernement. C'est bien ça? Exactly. Exactement, exactement. Oui, c'est le cas, c'est le cas. Okay. Yeah. But D'accord, oui. Mais la vraie question à laquelle je veux en venir, c'est la suivante. Au sein du gouvernement, y a-t-il une division, ou bien y a-t-il une unité? Moi, je dirais qu'au sein du gouvernement, l'unité est totale. Il y a peut-être des gens au gouvernement qui se sont auparavant opposés à certaines politiques, mais aujourd'hui, ils sont unis sur un point. Les États-Unis sont une menace, un ennemi. Ce n'est pas une entité qui a à cœur le bien-être des Iraniens. Exactly. Exactly. That's the case. There is no Exactement, division. exactement. C'est le cas. There were Il n'y a some plus de division. sort of Il y avait, je dirais, une sorte de division avant le début de la guerre, d'une certaine manière, mais pas tant que ça. wars started somehow, not that much. Mais aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus uni. So much united. Vous savez, en Iran, il y a essentiellement deux courants en ce moment. L'un dit qu'il faut se battre jusqu'au bout. L'autre dit non, on peut se battre, mais on peut aussi parler. S'ils veulent parler, on parle. S'ils veulent se battre, on se bat. Mais l'autre camp dit non, ça ne change rien. Les États-Unis ont prouvé qu'ils n'allaient pas parler, qu'ils n'allaient pas résoudre le problème par ces négociations. Battons-nous jusqu'au bout. La seule différence, c'est celle-ci. Ce n'est pas au sein du gouvernement d'ailleurs. Je parle encore des universitaires. Je parle des gens qui sont en dehors du gouvernement. C'est ce que font les universitaires, parce qu'ils ont le luxe de donner leur avis, mais qui n'ont pas à prendre eux-mêmes de décisions politiques. Oui. Larry, permettez-moi d'aborder un autre sujet.
Taïwan. Le cas de Taïwan. Taïwan accélère ses projets de constituer d'importantes flottes de drones d'attaque aériens et maritimes, conçus pour aider à repousser une éventuelle invasion chinoise, en s'inspirant largement des leçons de l'Ukraine. C'est ce que rapporte le New York Times. Répétez encore une fois, qu'est-ce que le Times a rapporté? Repeat that. What did the Times report? Le New York Times l'a rapporté aujourd'hui. Mais qui? Les États-Unis sont construits. Non, il est dit que Taïwan accélère ses plans pour constituer une grande flotte. Cela veut dire les États-Unis. Je ne vois pas Taïwan en être autant capable. Right. Yeah. Oui. Vous savez, à mon avis, les Chinois ne vont pas régler la question de Taïwan par des moyens militaires. Ils n'auront pas besoin de le faire. Ils pourront y parvenir par l'économie, grâce à leur puissance économique. Parce que tout le fantasme taïwanais repose sur l'idée que les États-Unis sont plus puissants que la Chine et qu'ils peuvent protéger Taïwan. Demandez aux Taïwanais, comment ça a marché pour l'Ukraine? Comment ça a marché pour l'Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, le Koweït? Pas bien. Les États-Unis n'ont pas pu les protéger. Pourquoi pense-t-il que les États-Unis pourraient les protéger face à la Chine? Je suppose qu'ils n'ont rien appris de l'Ukraine, parce qu'il semble qu'ils utilisent des tactiques ukrainiennes contre la Chine. On voit à quel point cela pourrait être formidable pour Taïwan. Une courbe d'apprentissage plutôt plate. Oui, si vous aviez des élèves comme ça, vous leur mettriez un 0. Ils vont apprendre. Laissez-moi simplement vous dire, avant de conclure, j'ai des étudiants, vous savez, pour qui tout ce que j'enseigne porte sur les calculs. Il ne s'agit pas de décrire ceci ou cela, vous savez, ni de raconter l'histoire derrière ceci ou cela. Tout est une question de calcul, de chiffres. Oui. Et il y a des étudiants qui, au lieu de résoudre la question, vous savez le problème, écrivent simplement des phrases et des phrases, décrivent l'ensemble, sans rien résoudre. À mon avis, c'est ce que Taïwan essaie de faire. Oui, je pense que c'est une bonne comparaison. Oui, merci beaucoup, Larry. Demain? Eh ben, c'est rapide. C'est passé vite. Oui, Je suis désolé si je vous ai maltraité. Normalement, à cette heure-ci, j'aurais maltraité Mario, alors je m'en prends à vous. Oh, d'accord. Peut-être que non, finalement. à demain à 5 heures. Demain à 17, donc pas le mat. Non, à 17 heures. On va maintenir ça à 17 heures. Oh là là. Monteuse prendre mon petit déjeuner tard. Oui, Très bien. Bon choix de chemise aujourd'hui. oui, vous aussi. Ça rayonne. C'est magnifique, croyez-moi. C'est tellement beau. Très bien, mon ami. Va jouer avec tes enfants. Arrête de travailler autant. Exactement. Je dois y aller. À bientôt, Larry. À demain. À demain. Au revoir.